Bonsoir. Alors, donc là, je vais lire, je vais continuer Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, et je vais faire l'acte 2. Donc voilà, l'acte 2, la rôtisserie des poètes. La boutique de Ragueneau, rôtisseur, pâtissier, vaste ouvroir, au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue de l'Arbre-Sec, qu'on aperçoit largement au fond par le vitrage de la porte grise dans les premières lueurs de l'aube. À gauche, premier plan, comptoir surmonté d'un dais en fer forgé, auquel sont accrochés des oies, des canards, des pans blancs. Dans de grands vases de faïence, de hauts bouquets de fleurs naïves, principalement des tournesols jaunes. Du même côté, second plan, immense cheminée devant laquelle entrent de monstrueux chenets, dont chacun supporte une petite marmite. Les rôtis pleurent dans les lèches frites. À droite, premier plan, avec porte, deuxième plan, un escalier montant à une petite salle en soupente, dont on aperçoit l'intérieur par des volets ouverts, une table y est dressée, un menu lustre, flamand y luit. C'est un réduit où l'on va manger et boire. Je mets une petite, là il y avait une petite image de la pâtisserie de Ragueneau, enfin l'endroit de... Voilà. Donc c'est un réduit où l'on va manger et boire. Une galerie de bois faisant suite à l'escalier semble mener à d'autres petites salles analogues. Au milieu de la rôtisserie, un cercle de fer que l'on peut faire descendre avec une corde et auquel de grosses pièces sont accrochées, fait un lustre de gibier. Les fours dans l'ombre sous l'escalier rougeoient. Des cuivres étincellent, des broches tournent, des pièces montées pyramident, des jambons pendent. C'est le coup de feu matinal. Bousculade de marmitons effarés, d'énormes cuisiniers et de minuscules gars de sauce, foisonnent de bonnets à plumes, de poulets ou à ailes de pintade. On apporte sur des plaques de tôle et des clayons d'osier, des quinconces de brioches, des villages de petits fours. Des tables sont couvertes de gâteaux et de plats. D'autres, entourées de chaises, attendent les mangeurs et les buveurs. Une plus petite, dans un coin, disparaît sous les papiers. Ragueneau y est assis au lever du rideau. Il écrit. Donc, scène première, Ragueneau, pâtissier, puis Lise Ragueneau, à la petite table, écrivant d'un air inspiré et comptant sur ses doigts. Il compte ses vers. Notre pâtissier poète. Donc, premier pâtissier apportant une pièce montée. Fruits en nougat. Deuxième pâtissier apportant un plat. Flan. Troisième pâtissier apportant un rôti paré de plumes. Pan. Quatrième pâtissier apportant une plaque de gâteau. Roissol. Cinquième pâtissier apportant une sorte de terrine. Bœuf en daube. Ragueneau cessant d'écrire et levant la tête. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le Dieu qui chante. Ragueneau, l'heure du luth viendra. C'est l'heure du fourneau. Il se lève. Un cuisinier. Vous, veuillez m'allonger cette sauce, elle est courte. De combien? De 3 pieds. Hein? La tarte. La tarte. La tourte. Ragueneau devant la cheminée. Ma muse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. À un pâtissier lui montrant des pains. Vous avez mal placé la fente de ces miches. Au milieu, la césure, entre les hémistiches. À un autre lui montrant un pâté inachevé. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. À un jeune apprenti qui, assis par terre, embroche des volailles. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe alternait les grands vers avec les plus petits, et fais tourner au feu des strophes de rôti. Un autre apprenti s'avançant avec un plateau recouvert d'une assiette. Maître, en pensant à vous, dans le four, j'ai fait cuire ceci, qui vous plaira, je l'espère. Il découvre le plateau, on voit une grande lyre de pâtisserie. Ragueneau ébloui. Une lyre! En pâte de brioche. Ragueneau ému. Avec des fruits confits. L'apprenti. Et les cordes, voyez, en sucre je les fis. Ragueneau lui donnant de l'argent. Va boire à ma santé. Apercevant Lise qui entre. Chut, ma femme, circule, et cache cet argent. À Lise lui montrant la lyre d'un air gêné. C'est beau! C'est ridicule. Elle pose sur le comptoir une pile de sacs en papier. Des sacs? Bon, merci. Il les regarde. Ciel, mes livres vénérés, les vers de mes amis déchirés, démembrés pour en faire des sacs, à mettre des croquantes.
à vous renouveler Orphée et les Bacchantes. Lise sèchement. Eh, n'ai-je pas le droit d'utiliser vraiment ce que laissent ici pour unique paiement vos méchants écriveurs de lignes inégales? Ragueneau. Fourmi, n'insulte pas ces divines cigales. Avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous ne m'appeliez pas Bacchante ni Fourmi. Avec des vers, faire cela, pas autre chose. Que faites-vous alors, madame, avec la prose? Scène 2. Les mêmes, 2 enfants qui viennent d'entrer dans la pâtisserie. Ragueneau. Vous désirez, petit? Premier enfant. 3 pâtés. Ragueneau, les servants. Là, bien roux et bien chaud. S'il vous plaît, enveloppez-les-nous. Ragueneau saisit à part. Hélas, un de mes sacs aux enfants. Que je les enveloppe. Il prend un sac et au moment d'y mettre les pâtés, il lit. Tel Ulysse le jour qu'il quitta Pénélope. Pas celui-ci. Il le met de côté et en prend un autre. Au moment d'y mettre les pâtés, il lit. Le blond Phoebus. Ah, pas celui-là. Même jeu. Lise, impatientée. Eh bien, qu'attendez-vous? Voilà, voilà, voilà. Il en prend un 3e et se résigne. Le sonnet à Phyllis. Mais c'est dur tout de même. Lise. C'est heureux qu'il se soit décidé, haussant les épaules. Nicodème. Elle monte sur une chaise et se met à ranger les plats sur une crédence. Alors une crédence, c'est un buffet, un garde-manger. Ragueneau, profitant de ce qu'elle tourne le dos, rappelle les enfants déjà à la porte. Psst, petit, rendez-moi le sonnet à Phyllis. Au lieu de 3 pâtés, tenez, je vous en donne 6. Les enfants lui rendent le sac, prennent vivement les gâteaux et sortent. Ragueneau, défrippant le papier, se met à lire en déclamant. Phyllis! Sur ce doux nom, une tache de beurre. Phyllis! Cyrano entre brusquement. Scène 3. Ragueneau, Lise, Cyrano, puis le mousquetaire. Cyrano. Quelle heure est-il? Ragueneau le saluant avec empressement. 6 heures. Cyrano avec émotion. Dans 1 heure. Il va et vient dans la boutique. Ragueneau le suivant. Bravo, j'ai vu. Quoi donc? Votre combat. Lequel? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Cyrano avec des doigts. Ah, le duel. Ragueneau admiratif. Oui, le duel en verre. Ah, il en a plein la bouche. Allons, tant mieux. Ragueneau se fendant avec une broche qu'il a saisie. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. Avec un enthousiasme croissant. À la fin de l'envoi. Cyrano. Quelle heure, Ragueneau? Ragueneau restant fendu pour regarder l'horloge. 6h05. Je touche. Il se relève. Oh, faire une balade. Lise à Cyrano, qui en passant devant son comptoir, lui a serré distraitement la main. Qu'avez-vous à la main? Rien, une estafilade. Couru de vous quelques périls? Aucun péril. Lise le menaçant du doigt. Je crois que vous mentez. Cyrano. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. Changeons de ton. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserez seuls. Alors, si ce n'est pas sous l'orme, donc ça veut dire s'il ne s'agit pas d'un rendez-vous volontairement manqué, familièrement d'un lapin. Littré précise l'expression « attendez-moi sous l'orme » se dit quand on donne un rendez-vous auquel on n'a pas de dessein, donc d'intention, de se trouver. L'origine de ce dicton vient de ce que les justices seigneuriales se tenaient généralement aux portes des châteaux et palais sous un orme qui était planté. Il arrivait souvent que les parties assignées manquaient au rendez-vous et se faisaient attendre sous l'orme. D'accord. Ah bah, c'est marrant. Ragueneau. C'est que je ne peux pas, mes rimeurs vont venir. Lise ironique. Pour leur premier repas. Cyrano. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure. 6h10. Cyrano s'asseyant nerveusement à la table de Ragueneau et prenant du papier. Une plume? Ragueneau lui offrant celle qu'il a à son oreille, de cygne. Un mousquetaire, superbement moustachu, entre et d'une voix de stentor. Salut! Lise remonte vivement vers lui. Cyrano se retournant. Qu'est-ce?
Un ami de ma femme, un guerrier terrible, à ce qu'il dit. Cyrano reprenant la plume et éloignant du geste Ragueneau. Chut, à lui-même. Écrire, plier, lui donner, me sauver. Jetant la plume. Lâche, mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. À Ragueneau. L'heure. 6:15. Cyrano frappant sa poitrine. Un seul mot de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai là, tandis qu'en écrivant, il reprend la plume. Eh bien, écrivons-la, cette lettre d'amour, quand moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Il écrit. Derrière le virage de la porte, on voit s'agiter des silhouettes maigres et hésitantes. Scène 4. Ragueneau, Lise, le mousquetaire, Cyrano à la petite table, écrivant. Les poètes vêtus de noir, les bas tombants couverts de boue. Lise entrant à Ragueneau. Les voici, vos crottés. Premier poète entrant à Ragueneau. Confrère! Deuxième poète de même, lui secouant les mains. Cher confrère! Troisième poète. Aigle des pâtissiers! Il renifle. Ça sent bon dans votre air. Quatrième poète. Ô Phibus rôtisseur! Cinquième poète. Apollon maître queue! Ragueneau entouré, embrassé, secoué. Oh, comme on est tout de suite à son aise avec eux. Premier poète. Nous fûmes retardés par la foule attroupée à la porte de Nestlé. Deuxième poète. Ouvert à coups d'épée, 8 malandrins sanglants illustraient les pavés. Cyrano levant une seconde la tête. 8? Tiens, je croyais 7. Il reprend sa lettre. Ragueneau à Cyrano. Est-ce que vous savez le héros du combat? Cyrano négligemment. Moi? Non. Lise au mousquetaire. Et vous? Le mousquetaire se frisant la moustache. Peut-être. Cyrano écrivant à part, on l'entend murmurer de temps en temps. Je vous aime. Premier poète. Un seul homme, assurait-on, sut mettre toute une bande en fuite. Oh, c'était curieux, des pics, des bâtons jonchaient le sol. Cyrano écrivant. Vos yeux. Troisième poète. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des Orfèvres. Sapristi, ce dut être un féroce. Cyrano, même jeu. Vos lèvres. Premier poète. Un terrible géant, l'auteur de ces exploits. Cyrano, même jeu. Et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Deuxième poète, happant un gâteau. Qu'as-tu rimé de neuf, Ragueneau? Cyrano. Qui vous aime. Il s'arrête au moment de signer et se lève, mettant sa lettre dans son pourpoint. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. Ragueneau, deuxième poète. J'ai mis une recette en verre. Troisième poète s'installant près d'un plateau de choux à la crème. Oyons ces verres. Quatrième poète regardant une brioche qu'il a prise. Cette brioche a mis son bonnet de travers. Il la décoiffe d'un coup de dent. Premier poète. Ce pain d'épices suit le rimeur famélique, de ses yeux en amande aux sourcils d'angélique. Il happe le morceau de pain d'épices. Deuxième poète. Nous écoutons. Troisième poète serrant légèrement un chou entre ses doigts, le chou bave sa crème. Il rit. Deuxième poète mordant à même la grande lyre de pâtisserie. Pour la première fois, la lyre me nourrit. Ragueneau qui s'est préparé à réciter, qui a toussé, assuré son bonnet, pris une pause. Une recette en verre. Deuxième poète au premier lui donnant un coup de coude. Tu déjeunes? Premier poète au deuxième. Tu dînes? Ragueneau. Comment on fait les tartelettes amandines? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flanc. De moule à tartelette, d'un doigt preste à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en s'épuis, puis que ces puits passent au four et blondine, sortant en gai troupelet, ce sont les tartelettes amandines. Oh, les poètes, la bouche pleine. Exquis, délicieux. Un poète s'étouffant. Il remonte vers le fond en mangeant, et Cyrano, qui a observé, s'avance vers Ragueneau. Cyrano. Bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme il s'empiffre? Ragueneau plus bas avec un sourire. Je le vois, sans regarder, de peur que cela ne les trouble.
Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Cyrano lui frappant sur l'épaule. Toi tu me plais. Ragueneau va rejoindre ses amis. Cyrano le suit des yeux, puis un peu brusquement. Et là, Lise. Lise en conversation tendre avec le mousquetaire tressaille et descend vers Cyrano. Ce capitaine vous assiège? Lise offensée. Oh, mes yeux d'une œillade hautaine savent vaincre quiconque attaque mes vertus. Cyrano. Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Lise suffoquée. Mais Cyrano nettement. Ragueneau me plaît. C'est pourquoi, dame Lise, je défends que quelqu'un le ridiculise, le ridicoculise. Mais Cyrano, qui a élevé la voix assez pour être entendu du galant. À bon entendeur. Il salue le mousquetaire et va se mettre en observation à la porte du fond après avoir regardé l'horloge. Lise au mousquetaire qui a simplement rendu son salut à Cyrano. Vraiment, vous m'étonnez. Répondez sur son nez. Le mousquetaire. Sur son nez, sur son nez. Il s'éloigne vivement, Lise le suit. Cyrano de la porte du fond faisant signe à Ragueneau d'emmener les poètes. Psst. Ragueneau montrant au poète la porte de droite. Nous serons bien mieux par là. Cyrano s'impatientant. Psst, psst. Ragueneau les entraînant. Pour lire des vers. Premier poète désespéré, la bouche pleine. Mais les gâteaux? Le deuxième poète. Emportons-les. Ils sortent tous derrière Ragueneau, processionnellement, et après avoir fait une rafle de plateaux. Scène 5. Cyrano, Roxane et la duègne. J'ai dit la duègne la dernière fois, ben voilà, c'est la duègne. Voilà, donc Cyrano. Je tire ma lettre si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Roxane, masquée, suivie de la duègne, paraît derrière le vitrage. Il ouvre vivement la porte. « Entrez !» marchant sur la duègne. « Vous, 2 mots, duegna. » La duègne. « 4. » Cyrano. « Êtes-vous gourmande ?» La duègne. « À m'en rendre malade !» Cyrano prenant vivement des sacs de papier sur le comptoir. « Bon, voici 2 sonnets de monsieur Benserade. » La duègne piteuse. Que je vous remplis de darioles. » La duègne changeant de figure. « Ouh! Aimez-vous le gâteau qu'on nomme petit chou ?» La duègne avec dignité. « Monsieur, j'en fais état, lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Armand. Et dans ces vers de Chapelain, je dépose un fragment moins lourd de Poupelin. Ah, vous aimez les gâteaux frais ?» La duègne. « J'en suis féru. » Cyrano lui chargeant les bras de sacs remplis. « Vous allez manger tout ceci dans la rue. » Mais Cyrano la poussant dehors. « Et ne revenez qu'après avoir fini. » Il referme la porte, redescend vers Roxane et s'arrête découvert, à une distance respectueuse. Scène 6. Cyrano, Roxane, la duègne, un instant. Cyrano. Que l'instant entre tous les instants soit béni. Ou, cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire? Me dire? Roxane qui s'est démasquée. Mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur est pris de moi. De Guiche? Roxane baissant les yeux. Cherchez à m'imposer comme mari. Cyrano. Postiche? Là, ils ont mis donc postiche qui tient la place d'un autre. Saluant. Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Roxane. Puis je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées, et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux. Des murons aigrelets. Des murons sont des murs, aigrelets un peu aigres. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane, en jupon court, s'appelait Madeleine.
J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sang de quelques grimpements, vous accourriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qu'elle tâchait d'être dure. Elle lui prend la main. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Elle s'arrête, stupéfaite. Oh, c'est trop fort! Et celle-ci? Cyrano veut retirer sa main. Non, montrez-la. Hein, à votre âge encore. Où t'es-tu fait cela? Cyrano. En jouant du côté de la porte de Nestlé. Roxane s'asseyant à une table et trempant son mouchoir dans un verre d'eau. Donnez! Cyrano s'asseyant aussi, si gentiment, si gaiement maternel. Roxane. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu de sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait sans. Racontez. Non, laissez. Mais vous dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. Roxane sans quitter sa main. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah? Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah? Pas encore. Ah? Mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore. Ah? Un pauvre garçon qui, jusqu'ici, m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Ah? Laissez-moi votre main, voyons, elle a de la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur ses lèvres. Ah? Roxane achevant de lui faire un petit bandage avec son mouchoir. Et figurez-vous, tenez, que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah? Roxane riant. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah? Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Cyrano se levant tout pâle. Beau? Quoi qu'avez-vous? Moi rien, c'est... Il montre sa main avec un sourire. C'est ce bobo. Roxane. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Avant, en fait, on disait que je vous dis, c'était la forme du subjonctif à l'ancienne. Parce que là, c'est, au lieu de que je vous dise, c'était D-I-E. Mais apparemment, c'était déjà une forme de subjonctif déjà assez ancien au XVIIe siècle. Voilà. Bref, donc je reprends. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls. Mais comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, on cause. Des bavardes m'ont renseigné. Il est cadet. Cadet aux gardes. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet? Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Casteljaloux. Cyrano. Vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite. La duègne ouvrant la porte du fond. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Cyrano. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. La duègne disparaît. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que le beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage. Non, il a les cheveux d'un héros de Durfé. Et s'il était aussi maldisant que bien coiffé? Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine, mais si c'était un sot. Roxane frappant du pied. Eh bien, j'en mourrais, là. Cyrano après un temps. Vous m'avez fait venir pour me dire cela? Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Roxane. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme, et me disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre, parmi les purs gascons que nous sommes sans l'être, c'est ce qu'on vous a dit? Roxane. Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Cyrano entre ses dents. Non, sans raison. Roxane. Mais j'ai songé lorsque, invincible et grand hier, vous nous apparûtes, châtiant ce coquin, tenant à tête
À ces brutes, j'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront. Cyrano. C'est bien, je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez mon ami? Je le serai. Et jamais il n'aura de duel? C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Elle remet vivement son masque, une dentelle sur son front et distraitement. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille. De cette nuit, vraiment, ce dut être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Elle lui envoie un petit baiser à la main. Oh, je vous aime. Cyrano. Oui, oui. 100 hommes contre vous? Allons, adieu. Nous sommes de grands amis. Oui, oui. Qu'il m'écrive. 100 hommes, vous me direz plus tard. Maintenant, je ne puis. 100 hommes, quel courage. Cyrano la saluant. Oh, j'ai fait mieux depuis. Elle sort, Cyrano reste immobile, les yeux à terre, un silence. La porte de droite s'ouvre, Ragueneau passe la tête. Oh. Scène 7. Cyrano, Ragueneau, les poètes, Carbon de Casteljaloux, les cadets, la foule, etc. Puis de Guiche. Ragueneau. Peut-on entrer? Cyrano sans bouger. Oui. Ragueneau fait signe et ses amis rentrent. En même temps, à la porte du fond, paraît Carbon de Casteljaloux, costume de capitaine aux gardes, qui fait de grands gestes en apercevant Cyrano. Carbon de Casteljaloux. Le voilà! Cyrano levant la tête. Mon capitaine. Carbon exultant. Notre héros, nous savons tout. Une trentaine de mes cadets sont là. Cyrano reculant. Mais... Carbon voulant l'entraîner. Viens, on veut te voir. Non. Ils boivent en face, à la croix du Trahoir. Carbon remontant à la porte et criant à la cantonade d'une voix de tonnerre. Le héros refuse, il est d'humeur bourrue. Une voix au dehors. Oh, Saint-Diou! Tumulte au dehors, bruit d'épée et de bottes qui se rapprochent. Carbon se frottant les mains. Les voici qui traversent la rue. Les cadets entrant dans la rôtisserie. Mildiou, Capuldiou, Mordiou, Po Cap de Diou. Ragueneau reculant, épouvanté. Messieurs, vous êtes donc tous de Gascogne? Tous! Un cadet à Cyrano. Bravo! Cyrano. Baron. Un autre lui secouant les mains. Viva. Baron. Troisième cadet. Que je t'embrasse. Baron. Plusieurs Gascons. Embrassons-le. Cyrano ne sachant auquel répondre. Baron, baron de grâce. Ragueneau. Vous êtes tous barons, messieurs? Les cadets. Tous. Ragueneau. Le sont-ils? Premier cadet. On ferait une tour rien qu'avec nos tortilles. Tortilles, ce sont des cordons qui se tortillent autour des couronnes des barons. Le bret entrant et courant à Cyrano. On te cherche, une foule en délire conduite par ceux qui cette nuit marchèrent à ta suite. Cyrano épouvanté. Tu ne leur as pas dit où je me trouve? Le bret se frottant les mains. Si. Un bourgeois entrant suivi d'un groupe. Monsieur, tout le marais se fait porter ici. Au dehors, la rue s'est emplie de monde. Des chaises à porteurs, des carrosses s'arrêtent. Le bret bat, souriant à Cyrano. Et Roxane? Cyrano vivement. Tais-toi. La foule criant dehors. Cyrano! Une cohue se précipite dans la pâtisserie. Bousculade, acclamation. Ragueneau debout sur une table. Ma boutique est envahie, on casse tout, c'est magnifique. Des gens autour de Cyrano. Mon ami, mon ami! Je n'avais pas hier tant d'amis. Le bret ravi. Le succès. Un petit marquis accourant, les mains tendues. Si tu savais, mon cher. Cyrano. Si tu? Qu'est-ce donc qu'ensemble nous gardâmes? Un autre. Je veux vous présenter, monsieur, à quelques dames qu'il a dans mon carrosse. Cyrano froidement. Et vous d'abord à moi, qui vous présentera? Le bret stupéfait. Mais qu'as-tu donc? Tais-toi. Un homme de lettres avec un écritoire. Puis-je avoir des détails sur... Non. Le bret lui poussant le coude. C'est Théophraste? Renaudot, l'inventeur de la Gazette? Baste. Il s'en fiche. Le bret.
Cette feuille où l'on fait tant de choses tenir. On dit que cette idée a beaucoup d'avenir. Le poète s'avançant. Monsieur, encore? Je veux faire un pentacrostiche sur votre nom. Quelqu'un s'avançant encore. Monsieur? Cyrano. Assez. Mouvement, on se range. De Guiche paraît, escorté d'officiers. Quigi, Brissaille, les officiers qui sont partis avec Cyrano à la fin du premier acte. Quigi vient vivement à Cyrano. Quigi à Cyrano. Monsieur de Guiche. Murmure, tout le monde se range. Vient de la part du maréchal de Gassion. De Guiche saluant Cyrano, qui tient à vous demander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de cour. La foule. Bravo! Cyrano s'inclinant. Le maréchal s'y connaît en bravoure. De Guiche. Il n'aurait jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu lui jurer l'avoir vu. Quigi. De nos yeux! Le bret bat à Cyrano qui a l'air absent. Mais, Cyrano, tais-toi. Tu parais souffrir. Cyrano tressaillant et se redressant vivement. Devant ce monde? Sa moustache se hérisse, il poitrine. Moi souffrir, tu vas voir. De Guiche, auquel Quigi a parlé à l'oreille. Votre carrière abonde, de beaux exploits déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Un cadet d'une voix terrible. Chez nous! De Guiche regardant les Gascons rangés derrière Cyrano. Tous ces messieurs à la mine hautaine, ce sont donc les fameux? Carbon de Castel jaloux. Cyrano! Cyrano. Capitaine? Puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Cyrano faisant 2 pas vers De Guiche et montrant les cadets. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Castel jaloux, bretteur et menteur sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne, parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Casteljaloux, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont, coiffés d'un vieux vigogne, dont la plume cache les trous, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Terce, bedaine et castrogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire leur âme est ivrogne, perce, bedaine et castrogne dans tous les endroits où l'on cogne, et se donnent des rendez-vous. Perce, bedaine et castrogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne, qui font cocu tous les jaloux. Ô femme adorable, carogne, voici les cadets de Gascogne, que le vieil époux se renfrogne. Sonnez, clairon, chantez, coucou. Voici les cadets de Gascogne, qui font cocu tous les jaloux. De Guiche nonchalamment assis dans un fauteuil, que Ragueneau a vite apporté. Un poète est un luxe aujourd'hui, qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. De Guiche, votre verve amusa mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Le bret ébloui. Grand Dieu! De Guiche, vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Le bret à l'oreille de Cyrano. Tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. De Guiche, portez-les lui. Cyrano, tenté et un peu charmé. Vraiment? De Guiche, il est des plus experts, il vous corrigera seulement quelques vers. Cyrano, dont le visage s'est immédiatement rembruni. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. De Guiche, mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Cyrano, il le paye moins cher que moi lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime. Je me le paye en me le chantant à moi-même. De Guiche, vous êtes fier. Vraiment, vous l'avez remarqué? Un cadet entrant avec, enfilé à son épée, des chapeaux aux plumets, miteux, aux coiffes trouées, défoncées. Regarde, Cyrano, ce matin sur le quai, le bizarre gibier à plumes que nous prîmes, les feutres des fuyards. Carbon. Des dépouilles au pime? Tout le monde riant. Ha ha! Ça veut dire quoi? Alors, dépouilles au pime, dans l'Antiquité romaine, riche dépouille, tout ce qu'on lui retire d'un général ennemi tué par un général romain et que celui-ci remportait. Quigi. Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. Brissaille. Sait-on qui c'est? De Guiche. C'est moi. Les rires s'arrêtent. Je les avais chargés de châtier
Besogne qu'on ne fait pas soi-même, un rimailleur ivrogne. Silence gêné. Le cadet a mis voix à Cyrano, lui montrant les feutres. Que faut-il qu'on en fasse? Ils sont gras. Un salmi? Cyrano prenant l'épée où ils sont enfilés, et les faisant, dans un salut, tous glisser aux pieds de De Guiche. Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis. De Guiche se levant et d'une voix brève. Ma chaise et mes porteurs, tout de suite. Je monte. À Cyrano violemment. Vous, monsieur. Une voix dans la rue criant. Les porteurs de monseigneur le comte de Guiche. De Guiche qui s'est dominé avec un sourire. Avez-vous lu Don Quichotte? Cyrano. Je l'ai lu, et me découvre au nom de cet hurluberlu. Veuillez donc méditer, alors. Un porteur paraissant au fond. Voici la chaise. De Guiche. Sur le chapitre des moulins. Cyrano saluant. Chapitre 13. De Guiche. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent. Cyrano. J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent. De Guiche. Qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile vous lance dans la boue. Cyrano. Ou bien dans les étoiles. De Guiche sort, on le voit. Remonté en chaise, les seigneurs s'éloignent en chuchotant. Le Bret les raccompagne. La foule sort. Cyrano, le Bret, les cadets, donc scène 8, Cyrano, le Bret, les cadets, qui se sont attablés à droite et à gauche et auxquels on sert à boire et à manger. Cyrano, saluant d'un air goguenard, ceux qui sortent sans oser le saluer. Messieurs, 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 le Bret désolé, redescendant les bras du ciel. Oh, dans quel joli drap! Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Le Bret triomphant. Ah! Cyrano. Mais pour le principe et pour l'exemple aussi. Je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Le Bret. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Cyrano. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'esprit vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe? Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieille dame? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « mon petit », sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite. Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul.
Ne pas monter bien haut, peut-être mais tout seul. Lebret. Tout seul, soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours partout des ennemis? À force de vous voir vous faire des amis, et rire à ces amis, dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. J'aime raréfier sur mes pas les saluts, et m'écrie avec joie un ennemi de plus. Quelle aberration! Cyrano. Eh bien oui, c'est mon vice, déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse, mon cher. Si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux. Comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches, le fiel des envieux et la baffe des lâches. Vous, la molle moitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés, et flottant dans lesquels votre cou s'effémine, on y est plus à l'aise et de moins haute mine. Car le front, n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour, me tuyote et m'apprête. La fraise, dont l'emploi force à lever la tête, chaque ennemi, de plus, est un nouveau gaudron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car pareil en tout point, à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Lebret, après un silence, passant son bras sous le sien. Fais tout, l'orgueilleux et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Ah, ça c'est... voilà. Cyrano vivement. Tais-toi. Depuis un moment, Christian est entré, s'est mêlé au cadet. Ceux-ci ne lui adressent pas la parole. Il a fini par s'asseoir seul à une petite table où Lise le sert. Cyrano, Lebret, les cadets, Christian de Neuvillette, scène 9. Un cadet assis à une table du fond, le verre à la main. « Hé, Cyrano !» Cyrano se retourne. « Le récit !» Tout à l'heure. Il remonte au bras de Lebret, il cause bas. Le cadet se levant et descendant. « Le récit du combat, ce sera la meilleure leçon !» Il s'arrête devant la table où est Christian. « Pour ce timide apprentif !» Christian levant la tête. « Apprentif ?» Un autre cadet. « Oui, septentrional, maladif !» Christian. « Maladif ?» Premier cadet, goguenard. « Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que le de cordon dans l'hôtel d'un pendu. » Christian. « Qu'est-ce ?» Un autre cadet d'une voix terrible. « Regardez-moi. » Il pose 3 fois mystérieusement son doigt sur son nez. « M'avez-vous entendu ?» Christian. « Ah, c'est le... » Un autre. « Chut. Jamais ce mot ne se profère. » Il montre Cyrano qui cause au fond avec Lebret. « Ou c'est à lui là-bas que l'on aurait affaire. » Un autre qui, pendant qu'il était tourné vers les premiers, est venu sans bruit s'asseoir sur la table dans son dos. 2 nasillards par lui furent exterminés parce qu'il lui déplut qu'ils parlassent du nez. Un autre d'une voix caverneuse surgissant de sous la table d'où il s'est glissé à 4 pattes. « On ne peut faire sans défuncter avant l'âge. La moindre allusion au fatal cartilage. » Un autre lui posant la main sur l'épaule. « Un mot suffit. Que dis-je un mot? Un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. » Silence tout autour de lui, les bras croisés, le regarde, il se lève et va à Carbon de Casteljaloux, qui, causant avec un officier, a l'air de ne rien voir. Christian. « Capitaine ?» Carbon se retournant et le toisant. « Monsieur, que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards ?» Carbon. « On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. » Il lui tourne le dos. Christian. « Merci. » Premier cadet à Cyrano. « Maintenant, ton récit !» Tous. « Son récit !» Cyrano redescend vers eux. « Mon récit. » Tous approchent leurs escabeaux, se groupent autour de lui, tendent le col. Christian s'est mis à cheval sur une chaise. « Eh bien donc, je marchais tout seul. À leur rencontre, la lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé. Sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordiou, on n'y voyait pas plus loin. Christian. Que son nez? Silence, tout le monde se lève lentement, on regarde Cyrano avec terreur. Celui-ci s'est interrompu, stupéfait, attente. Cyrano. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Un cadet à mi-voix. C'est un homme, arrivé ce matin. Cyrano faisant un pas vers Christian. Ce matin. Carbon à mi-voix.
Il se nomme le baron de Neuville. Cyrano vivement s'arrêtant. Ah, c'est bien. Il pâlit, rougit, a encore un mouvement pour se jeter sur Christian. Puis il se domine et dit d'une voix sourde. Très bien, il reprend. Je disais donc, avec un éclat de rage dans la voix, mordieu, et il continue d'un ton naturel, que l'on n'y voyait rien. Stupeur, on se rassied en se regardant. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement... Dans le nez, dit Christian. Tout le monde se lève, Christian se balance sur sa chaise, Cyrano d'une voix étranglée. Une dent, qui m'aurait une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer le nez, dit Christian. Le doigt, dit Cyrano, entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force. À me faire donner sur le nez, dit Christian, Cyrano essuyant la sueur à son front, sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche Gascon, fais ce que je dois, fais ce que dois. Va Cyrano, et ce disant, je me hasarde, quand dans l'ombre quelqu'un me porte. Une nasarde, dit Christian. Je la pars, et soudain me trouve. Nez à nez, dit Christian. Cyrano bondissant vers lui. Ventre saint-gris. Tous les Gascons se précipitent pour voir arriver sur Christian. Il se maîtrise et continue. Avec 100 braillards avinés, qui puait à plein nez, dit Christian. Cyrano blême et souriant. L'oignon et la litarge, je bondis front baissé, nez au vent. Et je charge, j'en estomac 2, j'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte. Pif. Cyrano éclatant. Tonnerre, sortez tous. Tous les cadets se précipitent vers les portes. Premier cadet, c'est le réveil du tigre. Cyrano, tous, et laissez-moi seul avec cet homme. Deuxième cadet, Bigre, on va le retrouver en hachis. Raguenaud, en hachis? Un autre cadet, dans un de vos pâtés, où je sens que je blanchis et que je m'amollis comme une serviette. Sortons, il n'en va pas laisser une miette. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Un autre refermant la porte de droite, quelque chose d'épouvantable. Ils sont tous sortis, soit par le fond, soit par les côtés. Quelques-uns ont disparu par l'escalier. Cyrano et Christian restent face à face et se regardent un moment. Scène 10. Cyrano, Christian. Cyrano. Embrasse-moi. Christian. Monsieur? Brave. Ah ça, mais... Très brave, je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi, je suis ton frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Christian courant à lui. Ciel, vous son frère? Oh, ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a tout dit. M'aime-t-elle? Peut-être. Christian lui prenant les mains. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. Cyrano le regardant et lui mettant la main sur l'épaule. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Christian. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez, je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là. Je suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais, devant les femmes, que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Christian. Non, car je suis de ceux, je le sais et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Cyrano. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Christian. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Cyrano. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Christian. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Cyrano regardant Christian. Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète. Christian avec désespoir. Il me faudrait de l'éloquence. Cyrano brusquement. Je t'en prête. Toi du charme physique et vainqueur, prête-moi,
et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais Cyrano, Christian, veux-tu? Mais tu me fais peur. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tes yeux brillent. Cyrano, veux-tu? Christian, quoi? Cela te ferait tant de plaisir? Cyrano avec enivrement. Cela, se reprenant et en artiste, cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais. Cyrano sortant de son pourpoint la lettre qu'il a écrite. Tiens, la voilà la lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des Cloris, de nos caboches. Car nous sommes ceux-là qui, pour amante, n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras en vérité ces feintes. Je lançais au hasard ses aveux et ses plaintes. Tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre, prends. D'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc et finissons. Christian. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrite en divagant, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais la crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah, mon ami! Il se jette dans les bras de Cyrano, il reste embrassé. Scène 11. Cyrano, Christian, les Gascons, les mousquetaires lisent. Un cadet ouvrant la porte. Plus rien, un silence de mort, je n'ose regarder. Il passe la tête. Hein? Tous les cadets entrant et voyant Cyrano et Christian qui s'embrassent. Oh! Oh! Oh, bah c'est trop fort! Consternation. Le mousquetaire goguenard. Ouais? Car bon, notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre. On peut donc lui parler de son nez maintenant? Appelant Lise d'un air triomphant. Hé, Lise, tu vas voir! Humant l'air avec affectation. Oh, oh, c'est surprenant, quelle odeur! Allant à Cyrano, dont il regarde le nez avec impertinence. Mais monsieur doit l'avoir reniflé. Qu'est-ce que cela sent ici? Cyrano le souffletant. La giroflée. Giroflée, c'est une plante à fleurs jaunes ou roses très odorantes, mais surtout marque des 5 doigts laissés par une gifle. La giroflée. Joie, les cadets ont retrouvé Cyrano, ils font des culbutes. Rideau. Et voilà. Et après, ce sera l'acte 3. Donc là, voilà, Cyrano et Christian s'allient un peu pour séduire la belle Roxane. Voilà, parce que Cyrano, il pense qu'avec son nez, il ne peut pas séduire. C'est quand même un peu triste, hein, le côté voilà, physique. Il a tant d'esprit. Bonne soirée!